merci à tous. Merci d'être si nombreux, parce que finalement, je pense que, comme le disait Cédric à l'instant, nous battons de plus nos records et nous sommes donc à 244 inscrits à ce webinaire et sincèrement, nous vous remercions. Nous vous remercions d'être fidèles à nos défis et controverses, ces débats pour faire progresser la restauration collective. Donc, comme vous l'a dit Laurence, n'hésitez pas à poser vos questions dans le QR et à réagir, bien sûr, pendant nos échanges. Après cette épreuve sanitaire, la France de 2030 devra être plus verte, plus respectueuse du climat, annoncé en septembre le président Emmanuel Macron lors de la présentation du plan France Relance. Une France qui doit garantir à tous une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale, souligne ce plan de relance dans le volet transition agricole, alimentation et forêt, qui a été présenté en octobre dernier par le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire d'investir sur l'accélération de la transition agroécologique de notre système agricole et alimentaire et d'assurer une meilleure reconnaissance des services rendus par l'agriculture, précisait notre ministre de l'Agriculture. C'est dans ce cadre de ce plan de relance que le soutien aux cantines des écoles maternelles et primaires est conduit, en cohérence avec les objectifs de renforcer la souveraineté alimentaire et d'accélérer la transition agroécologique. Plus précisément, cette mesure a pour ambition d'accompagner et d'accélérer l'application de la loi Egalim avec la mise en place de menus en restauration scolaire composés de 50% de produits possédant un signe de qualité, dont 20% de produits bio. La mise en place d'un menu végétarien par semaine et la fin de l'utilisation de vaisselle à usage unique, donc ça c'est 2020, et de l'usage de contenants en plastique 2025. Cette mesure fait l'objet d'une dotation d'un montant de 50 millions d'euros sur 2 ans, 2021, 2022 et donc 2023, et vise à soutenir les petites communes qui ont besoin d'équiper leurs cantines scolaires en matériel permettant de cuisiner ces produits frais, donc création d'espaces de stockage de fruits et légumes frais, d'une légumerie, équipement pour l'épluchage, de continuer la réduction du gaspillage alimentaire, donc comme l'achat d'un composteur, ou de supprimer les contenants en plastique, achat de récipients en inox ou autres récipients pour remplacer ces contenants en plastique. Cette mesure permet également de financer des formations à destination des équipes de cuisine. Oui, bonjour à tous. Les communes bénéficiaires de cette mesure sont les collectivités éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale, la DSR. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, d'autres vous l'expliqueront ici même. Si la référence est l'année 2019, ce sont près de 3000 communes de moins de 10 000 habitants, les communes les plus défavorisées, au regard des données que nous avons dans notre association. Et parmi celles-ci, celles qui assurent un service de restauration seraient aux alentours de 1400-1500 sur le territoire métropolitain. C'est à cette France des territoires, à cette France de la proximité, que nous devons impérativement faire confiance, car c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif, précisait le Premier ministre Jean Castex lors de la présentation du plan de relance début septembre. Nous devons investir dans nos territoires, nous devons nous appuyer sur nos territoires, c'est l'objet de la relance. Mais ce budget de relance dédié à la restauration collective semble aujourd'hui avoir un goût un peu fade et décevant aux yeux de la Fondation Nicolas Hulot et du réseau Restauco et aussi du Secours populaire, du Secours catholique, pardon. Pour ces ONG, répondre aux objectifs de la loi Egalim et proposer des repas composés de produits de qualité, frais, respectueux de l'environnement et locaux pour tous, a un coût. Le montant de l'aide accordée devrait atteindre 330 millions par an sur 3 ans pour éviter une fracture alimentaire et non 50 millions comme annoncé, un investissement de 330 millions calculé à raison d'une augmentation des charges de la restauration de 33 centimes par repas et par an. Le fait qu'un grand réseau de l'aide alimentaire s'associe à cette annonce témoigne de la fonction première de la restauration scolaire, de son rôle social auprès des familles précaires, largement amplifié pendant cette crise sanitaire, et en particulier lors du premier confinement, lorsque les écoles et les cantines ont été fermées brusquement. Sa présence témoigne aussi de la montée en puissance de l'enjeu social d'un accès à une alimentation de qualité pour tous, du rôle que pourraient avoir les services de restauration collective
alors que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire s'accroît. Certaines collectivités souhaitent d'ailleurs s'emparer de ce sujet en ouvrant et en déployant ce service vers les populations fragilisées par la crise. Nul doute, depuis le Grenelle de l'environnement, depuis les États généraux de l'alimentation et la loi Egalim, depuis le développement des projets alimentaires territoriaux qui mettent en avant les approvisionnements locaux, la question alimentaire occupe et préoccupe de plus en plus nos institutions politiques, le gouvernement, les collectivités territoriales et en premier lieu les équipes municipales. Merci François. Après cette petite introduction, je vais présenter nos trois invités. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Donc, Xavier Giguet, vous êtes directeur délégué territoire et ruralité à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT. Isabelle Mincion, experte référente de l'AMF. Vous êtes ancienne élue, on vous connaît bien, experte sur les questions de la restauration collective. Et Cédric Prévost, directeur adjoint de la DGAL. Je vais vous passer la parole, en fait, à tour de rôle. Et les questions, puisque des questions déjà arrivent sur notre webinaire, nous aurons un moment de questions à partir de à peu près 6h moins le quart. Voilà. Monsieur Giguet, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu ce cadre du plan de relance en lien particulièrement à ces questions alimentaires? Bien sûr, je vous remercie. D'abord, merci beaucoup de m'avoir convié, d'avoir convié l'Agence nationale de la cohésion des territoires à cet exercice. C'est un moyen pour nous de nous faire connaître, de faire connaître notre action, de la présenter, de répondre évidemment à vos questions, de nous positionner comme l'interlocuteur, le facilitateur, l'ensemblier dans les relations entre l'État et les collectivités, et puis encore les projets portés par les collectivités. Alors, le plan de relance, sa genèse, son historique, sa conception, son fonctionnement et la manière dont il se décline, notamment sur les sujets de restauration collective. Venons-en. Alors, le plan de relance, il a été annoncé à l'été par le président de la République lors de son allocution du 14 juillet, détaillé déjà le lendemain lors du discours de politique générale du Premier ministre. C'est une réponse à la crise que nous connaissons depuis le printemps dernier dans le cadre de la pandémie du Covid-19. 100 milliards d'euros sont annoncés dans le cadre de ce plan de relance, dont 40% proviennent d'ailleurs du plan de relance européen 2020, et c'est un plan qui se veut structurel, multithématique, concernant une très large palette d'activités, de compétences, de sujets qui touchent à l'ensemble du champ d'action publique nationale et locale, et il se veut structurel puisqu'il a vocation à préparer la France de 2030 et pas seulement à répondre à des difficultés actuelles. Il s'appuie sur 3 piliers principaux. Un premier pilier écologique et transition énergétique, pour un total de 30 milliards d'euros. Il vise à apporter des réponses, des investissements, des facilitations dans le champ des transports, dans le champ de la mobilité, en faveur de la décarbonation de l'industrie et de l'énergie, ou également dans le champ de la rénovation énergétique des bâtiments. Le deuxième pilier porte sur la compétitivité des entreprises. On y trouve des réductions d'impôts en faveur des sociétés, on y trouve des accompagnements à l'investissement qui visent à favoriser l'innovation, on y trouve également des actions en faveur de la relocalisation d'entreprises industrielles, sur 34 millions qui sont dédiés à ce deuxième pilier. Enfin, le troisième pilier s'intitule « Cohésion des territoires ». Il concerne de manière assez vaste les soutiens aux investissements des collectivités territoriales, la poursuite du plan très haut débit, l'action en faveur de la numérisation des collectivités, l'action aussi en faveur de la transformation numérique de l'État est concernée. On y trouve également des mesures en faveur de la jeunesse, de la culture, l'indemnisation du chômage partiel, toute une série de mesures visant à lutter contre les inégalités territoriales et donc en faveur de la cohésion des territoires. Une fois que ce cadre général a été défini, il appartenait de voir ce qui allait être géré au niveau national, ce qui allait être géré au niveau local, ce qui allait être géré de manière régionalisée ou nationale, mais avec une implication territoriale. Et c'est toute une démarche qui s'est poursuivie après l'annonce du plan de relance, qui était annoncé le 4 septembre dernier, visant à préciser les modalités territorialisées d'intervention dans le cadre d'une démarche de territorialisation de ce plan. Ces travaux ont permis de montrer qu'il y aura 4 types d'interventions différentes en matière de territorialisation
du plan de relance. D'abord, il y a des mesures qui sont strictement nationales et qui ne sont pas susceptibles d'être territorialement différenciées. Je pense par exemple aux mesures fiscales de baisse des impôts de production, aide à certains publics, comme par exemple l'allocation de rentrée scolaire, les rémunérations de stagiaires, etc. Sont également concernées les aides qui sont attribuées via des appels à projets nationaux, les plans de soutien en faveur des secteurs aéronautiques ou automobiles. Deuxième modalité territorialisée, les aides qui visent à attribuer localement des financements via des appels à projets délocalisés, soit au niveau régional, soit par des opérateurs. On peut penser par exemple au volet régionalisé des programmes d'investissement d'avenir qui sont opérés par BPI-France ou par des appels à projets d'opérateurs, je pense à l'ADEME par exemple, qui a des appels à projets régionalisés. Troisième modalité, des enveloppes spécifiques sous la responsabilité des préfets qui seront utilisées selon l'appréciation des préfets, au profit de projets d'investissement qui sont les plus matures, les plus pertinents, en faveur notamment des équipements publics, des infrastructures, ou notamment qu'on a les investissements en faveur de la rénovation thermique des bâtiments ou les mobilités du quotidien. Quatrième modalité territorialisée, les crédits qui correspondent aux différentes lignes du plan France Relance, donc du plan de relance, fléchés sur différentes politiques publiques, sur des mesures bien identifiées et dont la mise en œuvre et la gestion sera déconcentrée au fur et à mesure que les projets seront bien identifiés et qu'ils pourront avoir une déclinaison territorialisée dans les territoires. Avec cette architecture générale, on a un total d'à peu près donc 100 millions d'euros, c'est le contenu total du plan de relance. Et sur ces 100 milliards d'euros, on a à peu près 20 milliards concernés par des mesures de baisse de fiscalité ou d'accompagnement personnalisé. Le reste a vocation à être territorialisé. Et sur ces 80 milliards, 16 milliards pourront être territorialisés directement par les préfets de région dans le cadre d'enveloppes régionalisées. C'est là qu'on aborde la phase postérieure de la négociation et des réflexions. Comment est-ce qu'on procède à cette territorialisation ? Eh bien, l'outil privilégié, c'est celui de la négociation avec les collectivités et celui de la contractualisation. D'abord avec les régions. Les préfets de région et les présidents des conseils régionaux se sont réunis, ont travaillé pour élaborer des accords de relance régionalisés dans lesquels ils voyaient comment flécher les différents financements qui font l'objet d'une territorialisation, comment est-ce que les régions pouvaient également abonder aux investissements réalisés par l'État, afin d'avoir une projection d'accords de relance qui, par ailleurs, doivent être coordonnés avec les CPER, les contrats de plan État-région, de manière à avoir une réelle articulation et une réelle cohérence, une homogénéité dans la manière de fonctionner. Donc, une première déclinaison régionalisée via ces accords de relance. Au niveau infrarégional, une autre démarche a été lancée à partir du mois de novembre, elle est pleinement en cours, c'est la réalisation des contrats de relance et de transition écologique. Ces contrats sont en cours de négociation entre les services de l'État et les collectivités, selon des périmètres qui sont laissés à l'appréciation des préfets de département. Le périmètre cible, c'est celui des intercommunalités, mais rien n'interdit de négocier les contrats de relance et de transition écologique au niveau des pays, voire au maximum à l'échelon départemental. Et là aussi, on est dans une logique contractuelle pour voir, selon une logique d'ensemblier, comment est-ce que les différentes lignes du plan de relance, comment est-ce que les différents crédits du plan de relance peuvent être intégrés pour, dans le cadre d'un projet de territoire global et cohérent, faire en sorte que la relance soit diffusée dans l'ensemble des territoires, avec un objectif en termes de dépenses. Ce sont 100 milliards qui ont été mis sur les lignes du plan de relance. Ces 100 milliards, l'objectif, c'est qu'elles viennent irriguer les finances publiques déjà dès fin 2020, toute l'année 2021 et toute l'année 2022, afin que les effets du plan de relance soient les plus rapides. Voilà le cadrage général. Plus spécifiquement sur les sujets alimentation et restauration collective. Qu'en est-il ? Allez-vous me demander ? Différents points sont réfléchis. Cédric en parlera beaucoup plus et beaucoup plus détaillé que moi dans quelques minutes. D'ores et déjà, il y a déjà certaines actions qui sont envisagées dont je peux vous parler. Des actions en faveur de l'amélioration de la qualité de l'alimentation pour tous nos enfants, en améliorant la qualité de l'offre en cantine, notamment les cantines scolaires, des actions qui visent à réduire le coût des repas, miser sur les produits frais et les produits locaux, réduire le gaspillage. Le plan de relance consacre 50 millions pour cette démarche d'accompagnement des cantines en faveur de l'amélioration de la qualité et de développement des circuits courts. Circuits courts, justement,
l'un des objectifs du plan de relance dans cette thématique qui vous concerne et qui nous intéresse, c'est la relocalisation de l'agriculture et le développement des circuits courts. Cela se traduira notamment par les projets alimentaires territoriaux qui ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, en soutenant les circuits courts et en soutenant le recours à des produits locaux dans les cantines. Ces projets alimentaires territoriaux font l'objet d'un soutien de 80 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. D'ores et déjà, en novembre dernier, lors d'un comité interministériel aux ruralités qui visait à faire le point sur la manière dont le plan de relance se décline pour les territoires ruraux, on avait montré que 98 territoires étaient accompagnés via des projets alimentaires territoriaux, 41 sont d'ores et déjà labellisés et on a plus de 200 projets qui sont d'ores et déjà identifiés à l'échelle nationale. Ça permet, sur ce champ spécifique de l'alimentation, de la restauration collective, d'avoir des concrétisations réelles, opérationnelles, pratiques, que tout le monde pourra constater, qui seront les déclinaisons du plan de relance dans ce dispositif. Dans cet ensemble-là, que vient faire l'Agence nationale de la cohésion des territoires que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui? Eh bien, l'ANCT, elle a un rôle de coordination des acteurs entre le niveau national et le niveau territorial. Elle a un rôle d'ensemblier. Je vous parlais tout à l'heure des contrats de relance et de transition écologique qui sont vraiment la concrétisation de ces démarches définies au niveau national au plus près des territoires et qui sont en cours de négociation. C'est au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qu'est élaboré le pilotage de ces contrats de relance et de transition écologique, qu'on est en train de réaliser des guides méthodologiques qui seront diffusés dans les territoires pour expliquer aux élus comment s'emparer de ces outils, comment y insérer les différentes briques, et parmi ces briques figurera naturellement celle de l'alimentation durable et l'intégration des enjeux alimentaires dans le cadre du plan de relance. C'est avec plaisir que je suis intervenu et que je serai à disposition pour répondre à vos questions, et je vous rends la parole. Merci beaucoup pour cette présentation extraordinaire, très exhaustive. Cédric, je vais vous passer la parole tout de suite. Vous allez nous présenter la mesure cantine du plan de relance, mais aussi celle en lien avec les PAT et l'alimentation locale et solidaire. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Et vu que nous sommes encore dans la période, je me permets à chacun d'entre vous de vous souhaiter une excellente année 2021, qu'elle vous comble et qu'elle soit en tout état de cause bien meilleure que la précédente. Donc s'agissant du plan de relance par rapport à ce que vient d'indiquer Xavier, un premier élément, c'est que s'agissant de l'agriculture, la dotation est une dotation de 1,2 milliard. Sur ces 1,2 milliard, il y en a 200 millions qui sont dédiés à l'alimentation. C'est un élément important, c'est un élément sans précédent. La politique de l'alimentation, c'est une politique récente, c'est une politique qui est née au tournant, au milieu des années 2000. C'est une politique qui a fait l'objet de débats sociétaux, dans le cadre notamment des États généraux de l'alimentation. Elle s'est ensuite adjointe d'un volet normatif avec la loi Egalim. Et aujourd'hui, avec le plan de relance, on a des dotations budgétaires qui sont sans équivalent avec ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, sachant que le principal levier de financement de cette politique de l'alimentation était jusqu'à présent l'appel à projet national du PNA qui, chaque année, permettait de financer des projets à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui était la dernière enveloppe et qui était l'enveloppe la plus importante que nous avions mis en place jusqu'ici. Et donc 200 millions, c'est évidemment un pas de géant que l'on fait par rapport à ce que nous faisions précédemment. 200 millions qui sont composés, comme l'ont dit précédemment les autres intervenants, de 50 millions pour les cantines, 80 millions pour les projets alimentaires territoriaux. Il y a 30 millions pour la mise en place de jardins partagés et le développement de l'agriculture urbaine. Et il y a également 30 millions pour l'alimentation solidaire et locale. Le reste est dédié également à une mesure qui n'est pas portée uniquement par le ministère de l'Agriculture, qui est portée conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, au titre de ses compétences du tourisme, et qui porte sur la restauration commerciale, avec la mise en place d'un concept qu'on appelle 1000 restaurants éco-responsables. Alors, je vais me concentrer tout d'abord sur la mesure cantine. La mesure cantine, vous l'avez dit, elle est dotée de 50 millions d'euros. C'est une mesure qui fait l'objet d'une attente évidemment très forte de la part de tous les opérateurs de la restauration collective qui
ont tous en tête l'horizon du 1er janvier 2022. Et le 1er janvier 2022, c'est quoi? C'est l'obligation de l'article 24 de la loi Egalim qui entre en vigueur avec ce fameux objectif d'approvisionnement de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio. Et corrélativement, se pose la question de l'accompagnement. L'accompagnement a fait l'objet aujourd'hui, jusqu'à présent, de nombreuses discussions avec la mise en place d'outils. D'outils que nous avons mis en place dans le cadre du Conseil national de la restauration collective, avec les différents groupes de travail, qui ont pu associer très nombreuses parties prenantes. Madame Massion, et je l'en remercie, a notamment coprésidé l'un de ces groupes de travail et s'est beaucoup investi dans ce domaine. Et aujourd'hui, à côté de ces outils, on passe à une dotation budgétaire. Cette dotation budgétaire, donc, le montant, c'est 50 millions. Elle concerne qui? Qui ce sont tout d'abord les bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce sont les communes qui sont éligibles à la dotation solidarité rurale, donc la DSR cible. Ça concerne 11 000 communes. Au travers de ces 11 000 communes, nous avons à peu près 900 000 élèves qui sont scolarisés en primaire. Ça correspond à peu près à 15% de l'ensemble des élèves de primaire en France. Pourquoi le choix de cette cible de communes? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'expérience montre que, notamment dans les très grandes métropoles, dans les grandes communes, il y a les moyens, il y a les marges de manœuvre qui permettent d'intégrer les contraintes budgétaires de la loi Egalim. Et nous l'avons vu à travers de nombreux exemples, il y a la possibilité pour ces communes-là, à travers les marges de manœuvre que nous connaissons, notamment la lutte contre le gaspillage, notamment la façon de configurer sa fonction achat, notamment le fait de jouer sur les grammages, le fait de travailler sur une alternative végétarienne, sont autant d'éléments qui permettent de dégager des économies qui ensuite peuvent être réinvesties dans la qualité et l'achat de produits durables et de qualité. En revanche, pour les petites communes, notamment en milieu rural, il est évident que la marche est beaucoup plus haute. Et le surcoût doit être accompagné de ce point de vue-là. Et donc, nous avons fait le choix de cibler ces communes. Nous ciblons les communes, mais également nous ciblons les EPCI qui ont la compétence de restauration collective et qui ont à l'intérieur de leur périmètre des communes qui sont éligibles. Et donc, de ce point de vue-là, on cherche à être cohérent en intégrant évidemment le fait de l'intercommunalité. Je l'ai dit, donc nous avons une cible qui est spécifique, qui est proportionnelle par rapport à l'enveloppe que nous avons. Il faut savoir qu'en Outre-mer, elle est adaptée, car l'Outre-mer est évidemment dans le champ du développement de cette mesure. Et de ce point de vue-là, pour l'Outre-mer, ce sont toutes les communes des départements et régions d'Outre-mer qui sont concernées. Lorsque on évoque la question de qui, il y a les bénéficiaires, mais il y a aussi la question de qui paye. Donc, évidemment, c'est le ministère de l'Agriculture qui met en place cette mesure sur la base des crédits du fonds de relance qui sont mis à disposition par Bercy. Et la mécanique, aujourd'hui, va être orchestrée par l'ASP, l'Agence des services de paiement. Nous avons fait le choix, pour cette mesure, de ne pas éparpiller sur tout le territoire des guichets dans les préfectures, mais d'avoir un point central, professionnalisé, avec une procédure parfaitement standardisée que nous sommes en train de mettre au point avec l'ASP. Donc voilà un peu si, sur cette question du qui, on fait rapidement le tour des enjeux. Maintenant, quoi précisément, qu'est-ce que nous allons pouvoir financer? Et qu'est-ce qui sera éligible? Alors, sera éligible des équipements. Nous sommes dans le cadre du plan de relance. Le plan de relance a une vocation de soutien structurel avec des dépenses qui sont des dépenses d'investissement. Et de ce point de vue-là, sont éligibles à la fois le soutien à l'investissement matériel, à la fois la question du financement d'investissements immatériels, et également les prestations intellectuelles et donc les formations. Ça a été notamment dit, je crois, par Laurent en tout début de séminaire. Donc les formations de personnel, formation du personnel de cantine, formation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, formation peut-être pour la diversification des protéines, qui sont des éléments
dans le cadre de la loi d'Egalim, ces formations seront éligibles. Sur les investissements, il y a un projet de décret et un projet d'arrêté qui sont en cours. Ils sont en cours de consultation parce qu'il y a une consultation obligatoire des collectivités locales dans le cadre de ce qu'on appelle le Conseil national de l'évaluation des normes. Et le projet d'arrêté prévoit une annexe qui liste un nombre assez important, et je vais évidemment ne pas les détailler, d'équipements de cantines qui pourront être éligibles. Et de ce point de vue-là, nous avons fait le choix de ne pas privilégier, je dirais, des dénominations techniques avec des spécifications. On a pris des termes génériques. Comme ça, lorsqu'on parle d'un four, on ne parle pas d'un four avec telle spécification, mais d'un four. Donc à partir de là, on va pouvoir, je dirais, embarquer des grandes catégories de produits et d'équipements qui serviront donc à moderniser et donc à accompagner la montée en gamme de la restauration collective. Tout à l'heure, Laurent, vous parliez du calendrier de la mesure. Il faut avoir en tête, par rapport à la question quand, que les paiements sont prévus sur une année. Ils sont prévus sur 2021 en engagement. Les crédits de paiement ensuite pourront dépasser de 2021, mais c'est vrai que nous jouons un peu contre la montre pour, je dirais, publier très rapidement le projet de décret et le projet d'arrêté, et ça devrait l'être au tout début du mois de février, de manière à ce qu'ensuite, eh bien, tous les porteurs de projet présentent leur facture, leur justificatif et leur projet d'investissement, avec l'idée qu'ils soient engagés et qu'à partir de là, les paiements se fassent sur l'année 2021 et puis un petit peu sur 2022. Donc, sur cette mesure cantine, s'il y a des questions, évidemment, je reviendrai. Je ne vais pas l'exposer tout de suite là en détail, je prendrai trop de temps. Mais nous avons évidemment aujourd'hui un dispositif qui est quasiment abouti. Nous avons un guichet qui est en cours de finalisation avec l'ASP, il y aura un guichet informatique. Nous avons finalisé le formulaire qui soit aussi bien pour les bénéficiaires communes que pour les bénéficiaires EPCI. Nous avons prévu ces distinctions. Et donc, nous avons hâte, tout simplement, d'ouvrir ce guichet et de voir effectivement les premiers dossiers arriver. Deuxième mesure, qui est en lien avec la restauration collective et qui a été évoquée notamment par Xavier, c'est le soutien aux projets alimentaires territoriaux. Donc, on est dans une des logiques du plan de relance qui est celle de la souveraineté, et précisément de la souveraineté alimentaire. Nous avons vu à travers le retour d'expérience de la crise Covid et surtout du premier confinement que notre chaîne alimentaire, même si elle a tenu bien, si elle a tenu avec succès, elle n'en a pas moins certaines fragilités qu'il faut renforcer, notamment avec l'objectif de reterritorialisation. Et si je parle de chaîne alimentaire, nous savons aussi que si la chaîne a tenu, il y a un maillon de cette chaîne qui a énormément souffert, et je le dis parce que nous le savons, nous le voyons bien, c'est bien celui de la restauration collective. On le voit tout particulièrement pour la restauration collective d'entreprise, qui a connu une baisse de fréquentation incontestable et qui amène évidemment des difficultés économiques que nous avons bien en tête. Alors, sur les mesures qui concernent les projets alimentaires territoriaux, elle est dotée de 80 millions d'euros. Elle se divise en deux volets. Il y a un premier volet de cette mesure sur les projets alimentaires territoriaux qui vise à favoriser l'émergence des projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire, au fond, à amorcer des projets nouveaux. Nous avons, pour ce faire, lancé au mois de décembre un appel à projet national qui n'est ni plus ni moins que l'appel à projet national du PNA. Tout à l'heure, je vous ai évoqué que l'appel à projet du PNA, nous le faisons chaque année à hauteur à peu près de 2 millions d'euros. Cette année, avec les crédits du plan de relance que nous avons ajoutés, nous avons une enveloppe de 7,5 millions d'euros, tout simplement pour aider et faire de l'amorce sur des projets alimentaires territoriaux. Le premier guichet a été relevé hier, donc les dépôts étaient valables jusqu'au 15 janvier. Nous avons eu 90 dépôts de projets alimentaires territoriaux
C'est un grand succès de ce point de vue-là. Je pense que jamais nous n'avions eu autant de projets déposés. L'année dernière, par exemple, nous avons primé 24 projets alimentaires territoriaux. Là, a priori, nous en avons 90. On a commencé à regarder et qualitativement, c'est plutôt au rendez-vous. Nous aurons une deuxième session au mois de mars. Et de ce point de vue-là, on verra effectivement comment la dynamique se poursuit. Le deuxième volet de la mesure sur les projets alimentaires territoriaux, c'est un volet qui, pour le coup, lui, est territorial. Et il rentre bien dans cette logique qu'a pu décrire Xavier de manière très claire, à savoir, cette fois-ci, on est sur un accompagnement sur des projets alimentaires territoriaux qui sont des projets qui existent déjà, qui sont mûrs, et pour lesquels on souhaite rentrer dans une logique d'investissement, non pas d'amorçage. C'est-à-dire ce que l'on veut, c'est aujourd'hui aider ces projets à réaliser toutes les actions qui sont dans leur feuille de route. Qu'il s'agisse de foncier, qu'il s'agisse de conversion, d'aider des agriculteurs à se convertir au bio, qu'il s'agisse de monter une légumerie, qu'il s'agisse de mettre en place des actions de lutte contre la précarité alimentaire ou de lutte contre le gaspillage alimentaire, en fonction effectivement de la feuille de route et du diagnostic local propre à chaque PAT, eh bien, nous allons aider. Et là, pour le coup, il y a 77 millions d'euros qui passent par la négociation des contrats de plan État-région. L'État lancera dès la fin du mois de janvier dans les territoires, à travers les DRAF, donc les directions régionales de l'alimentation, des appels à projets. Et ces appels à projets permettront de financer les actions concrètes dans les PAT. Et, je l'ai dit, ça s'inscrit dans une logique partenariale avec les collectivités, donc les contrats de plan État-région. Ça signifie que si les régions sont intéressées par cette thématique de l'alimentation, et notamment de la relocalisation de notre alimentation, eh bien, il y aura une additionnalité de fonds, et potentiellement sur les années qui suivront 2021, eh bien, les régions, dans cette dynamique, continueront à alimenter et à financer les projets alimentaires territoriaux. Voilà pour la présentation de cette mesure sur les projets alimentaires territoriaux. Alors, plus rapidement, les autres mesures sur l'alimentation pour que vous les ayez, mais je ne m'étendrai pas dessus. Alimentation solidaire et locale, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de développer des circuits de proximité, mais en y ajoutant une composante de la solidarité, une composante sociale. Nous savons qu'aujourd'hui, la précarité alimentaire, c'est une réalité qui frappe de nombreux de nos concitoyens. Et malheureusement, avec la pandémie, mais surtout la crise sociale qui est dans son sillage, nous savons que cette précarité alimentaire augmente. Nous avons vu, notamment pendant le premier confinement, des élans de solidarité, notamment en provenance du monde rural, qui se sont mis en place. Je pense, j'ai des tas d'exemples en tête, mais je vais en citer un qui me vient tout de suite. Dans le cadre du projet alimentaire territorial d'Aix-Marseille, ce sont des milliers de paniers repas qui ont été apportés dans les quartiers nord de Marseille, par exemple. Aujourd'hui, on veut capitaliser sur ces initiatives. Et l'idée, c'est de mettre en place dans les préfectures des guichets qui, au fil de l'eau, permettront d'aider des associations d'aide alimentaire de manière à consolider ces réseaux qui ont été mis en place et de structurer des projets d'épicerie solidaire, par exemple. Là encore, nous aurons deux volets, un volet national pour aider les têtes de réseau et un volet territorial qui, au niveau départemental, comme je l'ai dit, permettront d'aider ponctuellement et très localement des initiatives identifiées. Quatrième mesure, excusez-moi, c'est la mesure sur les jardins partagés et l'agriculture urbaine. Nous savons aujourd'hui que les Français sont très attachés à une alimentation de proximité, faite de produits locaux et de produits frais. Et il n'y a rien de mieux encore que des produits frais que on a pu mettre en place soi-même et développer, et dans le cas d'une association, les faire pousser nos légumes et nos fruits. Il y a d'ores et déjà un mouvement de fond dans de nombreuses communes, mais certaines voudraient se lancer dans ces initiatives, mais n'en ont pas forcément les moyens. Il y a 30 millions qui sont dédiés à cet effet. Nous avons passé un partenariat avec l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, un partenariat qui s'appelle Quartier Fertile, et qui vise notamment à développer ces jardins partagés, mais aussi l'agriculture urbaine.
Et donc là, d'ores et déjà, nous avons un premier appel à projet avec des candidats que nous avons sélectionnés, des lauréats. Et là encore, je pense que la moisson est très intéressante. La toute dernière mesure, et je l'évoque, mais ça sera très rapide, c'est la mesure des 1000 restaurants durables. C'est une mesure qui est plutôt portée par le ministère en charge du tourisme, en lien avec l'ADEME. C'est une mesure qui vise à redynamiser un petit peu le secteur de la restauration commerciale et qui vise, au fond, à faire émerger 1000 restaurants qui vont s'engager très fortement sur des critères de durabilité, d'inclusion sociale, d'approvisionnement en produits locaux, de produits bio. Et par rapport à tous ces critères, eh bien, ils auront un label, et ce label leur accordera des crédits et donc des financements dédiés. Voilà, j'en ai fini, j'étais peut-être un peu long, mais nous avons quand même 4 mesures, et ce n'est pas souvent que sur l'alimentation, nous pouvons présenter autant de mesures. Merci beaucoup, Cédric. Je vais passer la parole à Isabelle Mincion, peut-être pour réagir à tout ce que nous avons entendu. Et Isabelle, en tant qu'ancienne élue et puis représentante de l'AMF, quel est votre sentiment de ce plan de relance par rapport à ce segment de l'alimentation? Alors, merci. Donc, moi, je vais me joindre à Cédric et Xavier pour présenter bien sûr mes vœux, mais surtout une bonne santé. Prenez soin de vous, on a besoin de vous et essayez de vous préserver, de ne pas attraper cet affreux Covid. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je suis toujours élue. Alors, je ne suis plus maire, j'étais maire 19 ans, dont 17 ans à travailler au sein de l'AMF et je suis encore conseillère régionale jusqu'au mois de juin, enfin, on verra. Donc, j'ai une double vision à la fois de la région et des communes. Alors, bon, comment dire, la restauration scolaire, c'est vraiment un sujet très important, puisque c'est un sujet qui traverse tous les sujets de société. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on aborde un sujet quel qu'il soit, chaque fois, eh bien, on se pose la question sur la restauration scolaire. Non seulement en développement durable, bien sûr, mais bien sûr sur tous les plans aussi, et pratiquement toutes les lois du ministère de l'Agriculture ont interrogé ou nous ont interrogé sur différentes mesures à chaque fois concernant la restauration scolaire et plus particulièrement des communes. Alors, je voudrais faire juste un petit distinguo, sachant que les communes ont l'entière responsabilité de la restauration. C'est facultatif, faut le savoir, c'est pas une obligation, contrairement aux collèges et aux lycées qui sont de compétences des départements et des régions. Mais quand il existe, c'est un service public et rien d'autre, mais que donc il en a toutes les obligations et bien sûr, ce sont des choix qui sont faits par les municipalités. On a connu plusieurs séquences, plusieurs évolutions. Je vous rappelle, pour mémoire, avec le PNNS 2, je crois, pour mémoire, puisque déjà l'AMF m'y avait délégué, on avait travaillé sur l'obligation de pouvoir introduire des fruits et des légumes en quantité plus importante que ça n'était dans beaucoup de menus. Donc, ce qui avait déjà provoqué, on va dire, énormément de questionnements sur le prix, parce que c'était un peu plus cher qu'effectivement que les pommes de terre et les pâtes, vous vous doutez bien, mais c'est vrai que des communes en abusaient. Et que là, déjà, il y a eu une première réflexion pour pouvoir garder et maîtriser les coûts, et bien, tout simplement de limiter le gaspillage pour pouvoir augmenter et pouvoir prendre des produits déjà de plus grande qualité. Je voudrais aussi dire que l'Association des maires de France, depuis 2006, a travaillé avec la Fondation Hulot à différents projets qui touchent bien sûr le développement durable et que ça a été effectivement une volonté de cette association. L'Association des maires, je rappelle, elle est à égalité gauche-droite, centre, sauf les grands extrêmes qui ne sont pas représentés, mais que nous sommes là bien sûr pour être des gens et des élus pragmatiques et qui faisons remonter nos difficultés. J'en profite pour saluer l'excellent travail que nous avons mené avec le ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas toujours le cas avec tous les ministères, je le dis, mais voilà. Alors, ce que nous avons fait, puisque je suis membre du Conseil national de la restauration collective, j'y reste jusqu'en fin d'année, jusqu'au mois de certainement juin-juillet, puisqu'on a eu avec les élections quelques difficultés à pouvoir renouveler toutes nos instances.
Mais donc voilà, j'y suis toujours à titre bénévole, mais avec une petite expérience derrière. Donc, la loi Egalim, quand elle nous a été présentée, elle nous a beaucoup interrogés, et notamment sur la possibilité ou pas de bien la respecter, parce que je rappelle que les élus, ce sont des républicains d'abord et avant tout, et qu'une loi, même si nous sommes pour, contre ou indifférents, quand elle est appliquée, quand elle est promulguée, nous l'appliquons, et que nous avons toujours procédé de la sorte. Donc nous avons travaillé là-dessus bien avant, puisqu'il y a eu bien sûr toutes les auditions. Et nous avions déjà alerté sur plusieurs dispositions, notamment la disposition qui est tout à fait louable. Encore une fois, nous sommes tout à fait, il n'y a pas d'opposition à cela. C'est sur la montée en gamme des aliments qui sont achetés pour la fabrication des repas, avec bien sûr tout ce qui est produits bio, c'est finalement le plus simple, je le redis. Sinon, tout ce qu'on appelle les SICO, tout ce qui est signe de qualité. Donc, vous avez bien sûr tous les labels. Vous avez maintenant le HVE qui commence maintenant à poindre. On voit quelques exploitations qui maintenant commencent à avoir le label. Et puis, bien sûr, tous ceux qui sont en conversion bio. Je simplifie, on ne va pas tout énumérer aujourd'hui. Donc, les additions ont été faites et là, c'était un surcoût qui a été pointé partout. Je ferai référence à l'enquête que l'Association des maires de France a menée auprès de ses adhérents. Donc, on a un bon résultat, puisqu'on a plus de 3000 communes qui ont répondu, enfin plus de 10% de nos communes, donc ce qui est un beau succès déjà, avec un panel représentatif en fait de ce que sont les structures des communes, de la plus petite, je dis toujours, à la plus grande. Ici, la plus grande, c'est Paris. Paris est adhérent de l'Association des maires de France. Et je voudrais vraiment, ce que je vais vous dire reflète effectivement ce que pensent nos élus. Donc on voit bien qu'ils l'ont appliqué, mais effectivement les surcoûts ont commencé à être calculés. Je peux vous dire qu'effectivement il y a un reste à charge pour les communes qui est très important, qui est variable selon les communes. Mais de toute façon, ce reste à charge pèse énormément sur nos finances. Et si les entreprises de restauration collective sont en difficulté, nous en sommes tout à fait conscients, parce que nous avons en partie souvent en gestion déléguée. Donc notre grande surprise, c'est qu'il y a moins de 40% des communes qui sont en gestion déléguée, qui ont confié à des entreprises de restauration le soin de fournir les repas, et que plus de 60% sont en gestion directe, puisqu'on sait que ces dernières années, il y a eu beaucoup de remunicipalisation de la restauration. Alors, eh bien, évidemment, c'est quelque chose. Alors là, on le voit bien avec la crise de la Covid. Eh bien, on voit bien que pour l'instant, les budgets vont être votés bientôt, les budgets 2021. Donc, on va voir où en sont les communes, mais les communes ont également énormément souffert. Il n'y a pas de chômage partiel, il n'y a pas de compensation. Le personnel, nous le payons de toute façon entièrement, et que là, nous avons eu très peu de rentrées, je dis nous, même si je ne suis plus, j'étais jusqu'au mois de juin. Vraiment, le gros souci, c'est effectivement, là aussi, pour nous, une crise financière et une difficulté dans beaucoup de budgets qui va être très, très importante, parce que beaucoup de communes n'ont pas forcément des réserves, et d'abord, on n'a pas le droit d'en avoir, pas sous cette forme tout à fait brute, mais voilà, c'est cela qui nous perturbe. La Convention citoyenne, moi j'ai été interrogée, je suis allée me présenter devant eux, avait bien pris en compte ce problème et avait donc soumis l'idée qu'il y ait une indemnisation qui soit faite auprès des communes. Et comme l'a dit Cédric, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les grandes communes, d'abord ils ont l'ingénierie, les agglos, quand ils ont des grosses cuisines centrales, ils ont l'ingénierie, la possibilité déjà d'avoir bien progressé, parce que beaucoup de communes ont progressé, sur à la fois la diminution du gaspillage et la montée en gamme. Ça, c'est quelque chose. Il y a déjà des communes qui sont déjà à 100% bio depuis longtemps. Et donc, voilà, ça, c'est une réflexion. Mais il y a beaucoup de petites communes qui n'avaient pas l'ingénierie, n'avaient pas eu le temps de s'en préoccuper, parce que
les petites communes, nous n'avons peu de moyens, je vous le dis, un peu moins de réflexion, c'est compliqué. Donc, on voit bien que c'est celle-ci qui allait être les plus en difficulté. Donc, la Convention citoyenne a demandé qu'il y ait effectivement une aide. Hein, vous regarderez dans les propositions qui ont été faites, qu'une aide soit apportée aux petites collectivités pour pouvoir financer les repas. La proposition avait été faite de 10 centimes, je crois, par repas. Quand on multiplie, la Fondation Nicolas Hulot l'a faite, hein, donc on dépasse les 300 millions. Donc, je suis désolée de le dire, ce n'est pas avec 50 millions qu'on va faire quelque chose. Donc, on nous a interrogés, donc on a réfléchi, on a dit avec 50 millions, comment faire quelque chose qui soit à peu près quand même cohérent. Ce que j'ai dit, de toute façon, tous ceux qui sont en gestion directe, il faut pouvoir, ou même ceux qui sont en gestion déléguée, hein, il y a des choses à appliquer, notamment ce que l'a dit Cédric sur la formation. Alors, j'ai vu qu'il y avait une demande sur l'éducation au goût. Oui, ça, je pense que ça en fait partie, hein, il n'y a pas de souci. La formation des personnels, parce qu'il n'y a pas que la formation des personnels de cuisine, il y a aussi la formation des personnels de service. Et ça, moi, j'y tiens absolument à revaloriser ce joli métier. Et donc, et puis surtout l'aide à l'investissement pour ceux qui sont obligés de s'équiper, soit en réchauffage, soit autre. Donc, il est évident que nous avons proposé plutôt, peut-être de voir si ce n'était pas possible plutôt d'investir sur, entre autres, les formations et le matériel. Et là, le ministère nous a proposé la DSR fraction cible pour les communes qui sont éligibles. Donc, c'est-à-dire, c'est les communes les plus pauvres, hein, celles qui ont en fait une population la plus pauvre, c'est-à-dire c'est en fonction du revenu moyen de ses habitants. Et en fait, notre souci, je le dis, Cédric le sait, je ne sais pas si, enfin, je le redis à chaque réunion, et c'est un petit peu le leitmotiv de l'Association des maires de France. Ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'on a vu que c'était aussi sur ces communes éligibles à la DSR cible, c'est la dotation de solidarité rurale cible, qui avait aussi été choisie pour aider les communes, vous savez, pour la cantine à 1 €. Et comme ça n'a pas fonctionné, on a peur que ce soit exactement la même chose. Voilà. Donc, effectivement, nos craintes, alors on n'y peut rien, la Covid est passée par là. C'est vraiment un grand souci, mais notre crainte, c'est que les communes ne puissent pas investir là où elles ont besoin d'investir. Mais comme les investissements seront très bien soutenus dans cette mesure, moi, j'ai plus confiance pour que, effectivement, cela fonctionne mieux. Mais je vais vous dire, et les autres? Et moi, parce que moi, ma commune n'est pas éligible. Pourtant, c'est une petite commune rurale, 2300 habitants, voilà, pas très riche. Hein, bon, et c'est vrai qu'avec des beaux projets d'investissement, pour l'instant, c'était un peu compliqué. Donc, nous ne sommes pas éligibles. Donc, je ne suis pas la seule. Enfin, ma commune n'est pas la seule hein, dans ce cas-là. Mon successeur a ce souci-là. Par contre, il est vrai que je voudrais quand même ne pas désespérer. Et ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'effectivement, il y a toute une partie qui est négociée avec les régions hein, sur le plan de relance. Conseillère régionale, moi, c'est passé déjà en grande partie au sein en session au mon conseil régional, et que je peux dire qu'effectivement, il y a eu des discussions. Et je trouve que c'est bien parce que les régions disposent aussi de financement, de cofinancement. On pourra peut-être aussi aller chercher des fonds européens. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Les départements aussi s'investissent. Donc, effectivement, la meilleure solution, c'est que lorsqu'il y a un PAT, moi, j'en suis une fidèle. Pour l'instant, on est resté au milieu du gué, puisque, je suis désolée, mais la DRAF de la région Centre nous a un peu bloqué l'an dernier. Et ceux qui me succèdent ont un petit peu de soucis à reprendre tout ça. On est reconnu régionalement et pas nationalement, donc c'est un petit peu embêtant. Je ne sais pas s'ils seront éligibles, mais effectivement, la réflexion sur la ressource alimentaire de chacun des territoires est absolument, pour moi, primordiale. Alors, j'ai vu passer dans la question, il n'y a pas, effectivement, il peut y avoir, c'est pas parce qu'on va acheter local, et c'était beaucoup dans la tête de beaucoup d'élus, hein, de mes collègues, qu'on est dans les 50% de la loi Egalim. Ça, il faut vraiment le redire. Mais les élus que nous sommes voilà, sont très, très, très attachés au local. Vraiment, de pouvoir acheter à côté de chez soi.
Et je vais vous dire, pour avoir quand même vécu pas mal d'expériences localement dans ma commune, je peux vous dire que lorsque vous faites manger un fromage ou une carotte voilà, qui vient effectivement du maraîcher dont voilà, le fils est mon petit voisin dans la classe, et puis le fromage de chèvre, oui, bien, oui, c'est le petit copain avec qui je joue, eh bien, il est 100 fois mieux mangé parce que encore plus, ils sont pu aller les visiter, et que vraiment cette inscription locale rentre en fait, fait partie de notre culture. Et les élus, vraiment, je le dis, hein, voir des laitues venir, je sais pas quand, avoir fait je sais pas combien de kilomètres, ça nous agace, ça nous agace toujours. Et évidemment, ça n'empêche pas qu'il faudra 50% de montée en puissance sur les produits, et que s'ils sont locaux, ça sera encore mieux. Alors évidemment, c'est compliqué avec les appels d'offres, hein. Vous savez qu'on ne peut pas inscrire le local. Voilà. Ça, c'est pas possible dans un appel d'offres. Et que, voilà, bon, il y a d'autres ficelles, hein, on apprend à tricher, c'est affreux de dire ça, mais c'est exactement cela que je voulais dire. Voilà, sur le menu végétarien, alors là, c'est une autre histoire. Ça ne coûte pas moins cher, hein, de manger végétarien, franchement. Il y a même des retours d'expérience de collectivités qui ont trouvé que ça revenait plus cher. Parce que quitte à prendre des légumineuses, là, c'est vraiment aussi prendre des produits de qualité, et c'est pas pour autant que ça diminue le coût, hein, je le dis vraiment en toute honnêteté. Et le menu végétarien a une connotation, on va dire, sur la loi Egalim, hein, qui a beaucoup déplu, et 75% des élus, toutes tendances confondues, n'est pas favorable à la poursuite de cette expérimentation, parce que je rappelle que c'est une expérimentation. Voilà, donc pour revenir sur le plan de relance, moi je suis un territoire, j'avais mené un contrat de transition écologique, c'est aussi un territoire d'industrie, c'est aussi, enfin on cumule beaucoup travaillé avec le ministère donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, je trouve que malheureusement, alors la difficulté aussi, c'est que ces 50 millions vont passer, effectivement, c'est bien pour aller plus vite, hein, par l'ASP, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est compliqué après aux élus, d'abord de le faire savoir. Alors, bon, moi j'ai la liste de mes communes, de toute façon les préfets les ont, hein. J'en ai parlé je vais aller rencontrer la sous-préfète de mon arrondissement, et je lui ai dit, voilà, il va falloir qu'on prévienne en fait toutes les communes qui peuvent y adhérer. Je travaille encore avec le pays, donc je vais pouvoir faire passer, et puis, mais c'est vrai que leur faire savoir qu'ils ont, c'est un petit peu là-dessus, il faudra quand même que les préfets fassent savoir qu'il y a cette mesure-là, même si elle passe directement par l'ASP. Ça, c'est une difficulté technique, et parce que j'ai vu ça passer dans les questions, comment les maires vont… Isabelle, oui, c'est ça. En fait, il y avait une des questions qui dit, en fait, c'est quoi ces 11 000 communes DSR cibles? Est-ce qu'il y a une liste officielle de ces Oui. communes? Et à partir du moment où elles sont officialisées, on a une question sur, mais qui va les informer sur ces mesures? Et l'autre question qui vient après, c'est les dossiers, il faut les déposer quand, en fait? Voilà, très concrètement. Alors, pour la dépôt, je donnerai la parole à Cédric ou à Xavier, mais simplement, alors la DSR cible, c'est simple, hein, pour l'avoir, on va, je ne sais plus, sur le site des collectivités, on peut l'avoir, hein, sur la liste de toutes les communes qui ont touché la DSR, et la DSR cible, c'est en fonction du quotient de la commune, et vous faites un petit, enfin voilà, vous prenez, c'est un fichier Excel, hein, et vous faites un tri, vous arrivez à voir les 11 000 communes qui sont éligibles à la dessert cible. Moi, je les avais déjà extraites, et puis le ministère me les a redonnées, donc c'est bien les mêmes, il n'y a pas de souci. Et puis d'autre part, moi j'ai fait une extraction sur mon département, et moi je n'ai pas beaucoup de communes qui sont éligibles. Moi je voudrais dire, par contre, je trouve ça très bien que effectivement ce soit, donc j'ai bien compris, Mayotte, La Réunion, tous nos dom-toms sont éligibles. Et c'est vraiment très important, parce que je voudrais vraiment dire qu'à l'Association des maires de France, quand on les reçoit autant que possible, hein, c'est pour eux, venir à une réunion de 2 heures, c'est compliqué, mais peut-être qu'en visio, là, on les a plus facilement.
Mais moi, je me souviens de beaucoup de mesures qui ont été prises à une époque sous un autre gouvernement où nos collègues de Mayotte étaient venus nous expliquer que tout ça, c'était absolument irréalisable chez eux. Vraiment irréalisable, hein, parce qu'effectivement, ce n'était pas du tout les… Et que, voilà, donc j'ai une grosse pensée pour eux et puis je trouve que, voilà, il faut vraiment les aider. Bon, l'île de la Réunion que je connais un petit peu, là, il n'y a pas de souci, mais tout le monde n'est pas à la même enseigne. Et, enfin, l'île de la Réunion, il y a vraiment des toutes petites communes très, très éloignées. Hein, c'est vraiment… Voilà, donc la DSR cible, oui, mais de toute façon, l'Association des maires de France va le faire savoir. Mais je voudrais redire, comme nous tous, le matin quand nous levons et que nous regardons notre boîte aux lettres, alors moi j'en ai un petit peu moins dans ma boîte mail, mais dans les communes, on est submergé de mails. Et voilà. Donc il va falloir rappeler, l'Association des maires de France le fera, il n'y a pas aucun souci. Et puis, encore une fois, je pense que le ministère va faire redescendre par le biais des préfets. Alors, c'est aussi, voilà, parce que, bon, je voudrais encore une fois redire aussi qu'avec nos préfets, en règle générale, on travaille très, très bien. Voilà. Merci Isabelle. Donc pour les dossiers, en fait, à partir de quand on peut déposer ces dossiers? Et en fait, est-ce qu'il y a donc ce cahier des charges complètement finalisé? Alors Laurent, pour vous répondre, donc aujourd'hui, on est dans une phase de finalisation des textes avec, de ce point de vue-là, une dernière consultation qui est en cours, que j'ai évoquée, le Conseil national d'évaluation des normes, qui se tient le 4 février. On a prévu d'ouvrir le guichet avec l'ASP le 15 février. Ça signifie que les collectivités qui d'ores et déjà ont des projets peuvent commencer déjà à y réfléchir. Nous, on a donné toute l'information sur la mise en œuvre de l'aide au service de l'État pour qu'ils fassent précisément cette sensibilisation dans les territoires. Et par ailleurs, on a même prévu, Laurent, prochainement une interview pour que on puisse donner plus d'informations par écrit et je le ferai très volontiers. Voilà. Dans l'autre alors, à partir du moment où l'ASP va ouvrir son guichet, autour du 15 février, concrètement, il y aura un formulaire en ligne. Ce formulaire en ligne, pour la commune, il suffit de le télécharger, de le remplir, et à partir de là, d'envoyer à l'ASP, en adresse postale, le formulaire avec les devis. Les devis sur les équipements ou les prestations qu'ils comptent effectivement présenter au bénéfice de l'aide. À partir de là, l'ASP aura un dialogue, mais qui est indifférent pour le bénéficiaire, avec la préfecture. Il y a un petit dialogue pour bien vérifier l'éligibilité. Une fois que ce dialogue est fait, qui ne peut pas durer plus de 15 jours, on l'a limité dans le temps pour justement rester dans un rythme soutenu, eh bien, l'ASP envoie un accusé de réception, et l'accusé de réception, à partir du moment où il est reçu par la commune peut réaliser ses travaux. À partir de là, elle réalise ses travaux, elle produit ses factures, et elle renvoie à l'ASP. Sachant qu'elle peut percevoir une avance de 30%. On a prévu également un mécanisme d'avance à 30% par rapport à la valeur du devis, de manière à avoir une amorce. On sait que c'est toujours un sujet qui est important et aidant. Et donc ensuite, il y a le paiement du solde sur la base des factures acquittées. Donc voilà, c'est résumé un peu schématiquement. Oui. Ça vous montre le circuit aujourd'hui tel qu'on l'a pensé. Et je dirais qu'on a essayé de faire quelque chose de très simple. J'espère qu'en tout cas, ce que j'ai dit avait l'apparence de la simplicité. Mais encore une fois, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins d'aller-retour entre le bénéficiaire et l'ASP. On sait, et Isabelle Massian l'a dit, et c'est très juste, on l'a parfaitement en tête, c'est que les collectivités que l'on cible sont des collectivités qui n'ont pas des capacités administratives d'ingénierie importantes. Et c'est notamment pour ça, parce qu'on s'est quand même penché sur l'expérience de la tarification sociale à 1 €, et on sait qu'elle n'a pas fonctionné. Alors, elle n'a pas fonctionné pour des raisons administratives, elle n'a pas fonctionné aussi pour des choix qui ont été faits dans chaque conseil municipal d'aller ou pas vers la tarification sociale à 1 €.
Mais voilà, et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on simplifie au maximum. Voilà, donc on a essayé de faire un dispositif qui permet de centraliser et en même temps, je dirais, d'accéder de manière assez aisée pour ces collectivités à cette aide, avec, et ça, je rejoins complètement ce que vient d'être dit par l'AMF, il faut une sensibilisation sur le terrain. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, il y a le travail, je l'ai dit, des services déconcentrés, il y a le relais évidemment des sous-préfets et des préfets, on sait très bien qu'ils sont très mobilisés là-dessus, surtout lorsque dans des territoires il y aura un sous-préfet à la relance. Alors, il n'y en a pas partout, mais quand il y en a, effectivement, ça sera très aidant. Et puis, je pense qu'il y aura un effet de communication et de sensibilisation avec les têtes de réseau. Je pense que, voilà, sans les citer, mais les têtes de réseau de la restauration collective iront voir les collectivités qui sont éligibles, sachant que, comme vous le dites, on a pris une base objective, on ne s'est pas fixé au doigt mouillé un seuil, on a pris quelque chose qui est aujourd'hui fixé chaque année au journal officiel, à savoir la liste de la DSR cible. Merci Cédric. Par exemple, il y a une question. Est-ce que le plan de relance pourrait-il financer la construction d'une cuisine centrale dans un village rural? J'ai envie de dire non. Non. Alors non. Voilà. Alors, non, on y a pensé. On s'est posé la question. On s'est posé la question. Parce que, là encore, tout ce qu'on dit interagit et ça a du sens. Isabelle Massion parlait de la remunicipalisation de certaines cantines. Et là, c'est des travaux. Les travaux, d'une part, c'est très long. Et je vous ai dit, les engagements de crédit doivent se faire sur l'année 2021. Deuxièmement, les travaux nous auraient amené à passer par un texte pour encadrer l'aide, qui était un texte en décret en Conseil d'État. Nous aurions été obligés de prendre beaucoup plus de temps et c'était beaucoup plus complexe en fait. Voilà. Autant l'achat de prestations, les formations et l'investissement matériel ou immatériel ne posent aucune difficulté. On avait une difficulté juridique par rapport aux travaux, car de mémoire, c'est le Code général des collectivités territoriales qui prévoit une disposition issue d'un décret en Conseil d'État pour les définir. Est-ce que les sociétés privées peuvent être intéressées par ce plan de relance et accompagner, voire des collectivités ou des communes? Alors, quand j'ai parlé de bénéficiaires, j'ai parlé effectivement de communes ou de PCI. Lorsque une commune a un contrat avec une avec une société de restauration collective, eh bien, si jamais la commune est toujours propriétaire de ses équipements, de sa cantine, alors oui, dans ce cas-là, il y a l'ouverture au dispositif. D'accord. Nous nous sommes posés précisément la question et voir exactement où était la frontière. Si je peux compléter, je peux donner quelques exemples qui ont été abordés lors de la dernière commission à laquelle j'ai participé avec l'agence bio du ministère, où c'était sur les légumeries qui était vraiment très intéressant et avec beaucoup d'exemples. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que ce soit remis en forme pour pouvoir en fait le diffuser parce que j'ai trouvé que il y avait vraiment matière à donner exemple et à aider aussi au choix beaucoup de collectivités. On voit bien qu'il y a beaucoup effectivement de délégataires qui ont des conventions avec les communes et qu'il y a souvent aussi une partition entre qui est propriétaire ou pas des équipements et que chacun met souvent la main au porte-monnaie. Donc effectivement, je ne sais pas, moi, une commune qui va être obligée de s'équiper complètement différemment pour pouvoir remettre en température des légumineuses alors qu'ils n'avaient rien ou au moins c'était pas adapté ou qui va pas pouvoir, voilà, ça fait partie de ces choses ou au moins améliorer aussi pour préserver la qualité ou voilà. Pour pouvoir tout simplement installer aussi une petite légumerie parce qu'effectivement il y a des choses aussi qui sont faites en délégation où ce sont les salariés de l'entreprise qui viennent sur place. Voilà, mais ça c'est tout à fait possible. Alors je ne sais pas Cédric si vous avez donné, mais il me semble que le montant de la subvention varie entre 2 000 et 30 000 euros, c'est ça? Oui, on a un plafond au total à 33 600 euros. On a un plancher à 1 500 euros. Et ensuite, on a des tranches. Bon, voilà, donc on a un mécanisme,
de tranches par nombre de repas servis dans les collectivités. Voilà, donc là aussi, c'est bon, c'est un peu technique, mais enfin, ça fait partie des choses qu'il faut bien fixer et qu'il faut bien. Oui, donc, Mais par contre, pour une commune de la DSR cible qui fait partie de la tranche avec le plus de repas servis annuellement, 33 600 €, ça commence à faire une aide intéressante. Je rappelle que la référence que nous avons prise pour calculer le nombre de repas est la référence 2018-2019, de manière à prendre une année qui n'a pas été affectée par le Covid en termes de fréquentation. Ça nous paraissait important de ce point de vue-là de ne pas prendre une année de référence qui soit biaisée. Cédric, j'ai une autre question pour vous. On voulait savoir si cette prise en charge est à hauteur de 70% ou est-ce qu'il y a en fait un pourcentage par rapport à l'investissement qui est fait par la collectivité? En fait, la collectivité bénéficie de l'aide jusqu'au plafond dans la catégorie élevée. Donc, si pour les collectivités qui ont le plus de repas et qui sont dans la dernière tranche, et donc qui ont un droit de tirage avec un plafond à 33 600 €, eh bien, si elles font qu'elles achètent des équipements de cuisine à cette hauteur, eh bien, elles n'ont rien à débourser, elles seront remboursées intégralement. Si elles vont au-delà, eh bien, l'aide de l'État s'arrête au plafond. D'accord. En fait, vous avez, c'est vrai, précisé, et je vois une question sur ces aides financières n'interviendront que sur 2021. Comment elles seront en 2022? Comment ça va se passer? Ça va être des crédits de paiement? Vous évoquiez ça. Comment ça va se passer très concrètement pour les communes? En fait, pour les communes, concrètement, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que les dossiers, au fil de l'eau, nous allons les recevoir, nous allons les instruire, enfin l'ASP précisément va les instruire, et en fonction de ce qui nous arrivera dans le calendrier de l'année, notamment les factures acquittées, nous verrons si nous pourrons payer tout en 2021 ou si nous aurons des choses qui arriveront un peu plus tard. Et donc, ces dossiers complets pourront être, je dirais, finalisés en paiement sur l'année suivante, en 2022 notamment. En fait, on a une question aussi sur est-ce que la logistique est éligible? Plateforme, stockage, transport? Alors, de mémoire, vous me posez une colle, parce que la liste est longue. Il y a le stockage, Il y a frigo et le choses comme ça. stockage, tout à fait, le stockage en fait partie, mais par contre, le matériel roulant, de mémoire, non. D'accord. Quand il s'agit de formation, est-ce que, par exemple, c'est sur un plan de formation que vous allez vous baser pour soutenir, pour accompagner, on va dire peut-être le chef dans une petite commune? Alors, c'est pas nécessairement un plan de formation, ça peut être une session de formation à laquelle une commune veut émarger, qui va embarquer plusieurs de son personnel et normalement, après, ça devrait être éligible. On a fait dans l'arrêté qui sera discuté en Conseil national d'évaluation des normes, nous avons mis un item très générique sur la formation du personnel en ouvrant largement les thématiques, donc, ce qui permet, je dirais, de couvrir des cas de figure très nombreux. On a essayé encore une fois, que ce soit sur les équipements, pour la formation, pour les prestations intellectuelles, d'avoir des dénominations les plus génériques possibles. On a fait le pari de la souplesse. Et par contre, les travaux, là, parce qu'on avait une difficulté juridique, on les a écartés. D'accord. Sur ce plan de relance, est-ce que la location de matériel ou la location d'espace sont intégrées? Alors, la location de matériel, de mémoire, non. On a le matériel d'occasion qui est embarqué. On a pris le matériel neuf et le matériel d'occasion. Et le matériel d'occasion, lui, sera primé en fonction de références de prix, de cotation de prix. Voilà. On a mis une souplesse à travers le matériel d'occasion parce qu'on sait que parfois ça peut être intéressant pour des communes, mais pas la location. Est-ce que vous avez travaillé par exemple avec le CNFPT pour les formations?
Je voulais y travailler, je voulais en parler, parce que le CNFTP nous accompagne sur le CNRC et sur beaucoup de groupes de travail, hein, Cédric. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Ce que je voudrais dire, c'est que les formations qui sont prévues dans le plan de financement, ce sont des formations qui n'existent pas au CNFTP, ou tout au moins pour lesquelles il n'y a plus de place. Parce qu'on sait très bien, et ça fait partie des choses que nous avions dit, c'est que la demande en formation est tellement importante, hein, pour pouvoir, encore une fois, appliquer la loi Egalim, hein, sur tous ces items, parce que, eh bien, on voit bien que le CNFTP ne peut pas répondre à tout le monde en même temps. Et donc, il s'agit d'aider en formation, effectivement, d'organismes privés qui sont tout à fait agréés. Voilà, c'est pour cela. Sinon, le CNFTP continue à faire ses formations, il n'y a pas de souci. Vous vouliez dire quelque Laurent, chose? juste, je vérifie quelque chose. Alors, je vous ai bien dit, hein, je vous confirme que la location n'est pas comprise, mais de mémoire, je vérifie parce qu'on a prévu que l'achat en crédit bail, lui, par contre, pouvait être éligible. D'accord. Il là encore est une facilité en termes de trésorerie. Monsieur Giguet, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, pas sur ce sujet. En revanche, tout à l'heure, quand vous parliez de la diffusion des informations, je réinsiste sur ce qui a été très bien dit par Cédric et par Isabelle sur le rôle central qu'ont les préfets et les sous-préfets, et en particulier les sous-préfets à la relance dans les départements où ils sont affectés, ou dans les régions, parce que parfois certains sont affectés au niveau régional, pour avoir un travail de proximité auprès des élus, auprès des acteurs des territoires, pour faire porter l'ensemble des modèles, l'ensemble des sujets de la relance, et en particulier celui-ci, sur un sujet vraiment concret, et sur lesquels ils sont là pour donner des informations précises et répondre à toutes les questions que les élus, qui ne sont pas forcément liés aujourd'hui, mais qui pourront, je crois, si j'ai bien compris, revoir le webinaire a posteriori, avoir des réponses concrètes aussi précises que celles que Cédric est en train de vous apporter. Ce sont vraiment les acteurs de terrain, ce sont eux qui sont le bras armé dans les territoires, et ce sont eux qui sont là pour apporter les réponses aux questions qui se posent. Hein. Merci. Est-ce qu'on peut faire une passerelle entre un PNA, les aides qui sont accordées au PNA, et en fait les aides que l'on peut apporter à la cantine? Comment est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, ou est-ce qu'il faut vraiment les distinguer? Alors, ça dépend des types de projets. Ce qui est exclu, c'est de financer un même projet via deux dispositifs du plan de relance. Oui. Voilà. On ne peut pas avoir un doublon de financement sur un même projet. J'ai dit PNA, excusez-moi, je voulais dire PAT, hein, les Mais projets alors, alimentaires territoriaux. Voilà. alors voilà, c'est la même logique. Mais on pourrait très bien imaginer, je me lance dans un projet fiction. On pourrait très bien imaginer une commune éligible à la DSR cible qui va financer par exemple du matériel de cuisson et de réchauffe de manière à faire la substitution au plastique. Parce que c'est dans la loi Egalim, comme l'a très bien dit Isabelle Mincion. Et par ailleurs, cette commune est dans une circonscription où il y a un projet alimentaire territorial. Et au bénéfice de plusieurs cantines, on souhaite mettre en place une légumerie. Eh bien, cette commune bénéficierait à la fois du plan cantine et à la fois de la mesure PAT avec la construction d'une légumerie dont elle bénéficierait. C'est un exemple un peu bateau, mais il y a plein de configurations comme ça qu'on pourrait retrouver dans les faits. Est-ce que, en fait, ces actions dans ce plan de relance, est-ce qu'au niveau des territoires, en fait, est-ce que ces territoires sont tous égaux, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences? Là, peut-être une question pour Xavier, parce que c'est vrai que vous avez précisé, Cédric, que effectivement, il y a déjà des réflexions qui ont été menées par les préfets de région et par les conseils régionaux. Ça a été très bien dit. Selon que l'on est dans une collectivité peuplée, avec des moyens, avec des services, ou selon que l'on est dans une collectivité beaucoup moins peuplée, avec beaucoup moins de services, eh bien de fait, c'est une inégalité d'accès aux informations, c'est une inégalité dans la capacité à pouvoir traiter les demandes. Et c'est bien là, tout là, des enjeux, des démarches de traduction dans les territoires du plan de relance, à travers les démarches contractuelles au niveau régional,
Au niveau départemental, j'ai vu qu'il y avait une question sur le rôle des départements. Évidemment, rien n'interdit à ce que des compléments de contractualisation soient apportés par les départements dans le cadre de démarches qui seront vues dans les territoires, par les acteurs des territoires, et ensuite dans les démarches qui se feront au plus près des habitants, donc souvent au niveau des intercommunalités et donc des EPCI. C'est dans ce cadre-là qu'on va veiller à avoir une logique visant à ce que le moins de territoires passe à côté, que le plus de choses puissent se faire intégrer, afin d'essayer de lutter contre ces éléments d'inégalité. Dans les moyens qui vont être développés, on va mettre en place une plateforme qui, dans le cadre de la réalisation des contrats de relance et de transition écologique, permettra d'alimenter l'ensemble des parties prenantes sur la manière de procéder sur les différents projets. Et évidemment, les sujets alimentaires en feront partie. Donc, il y aura des fiches pratiques, comment est-ce qu'on fait pour demander, pour candidater, comment est-ce qu'on fait pour monter un dossier, quelles sont les aides auxquelles on est éligible. Ça permettra à chacun, avec juste un écran d'ordinateur et une connexion, d'avoir le plus facilement possible accès à l'information et ensuite de pouvoir monter ses projets. L'idée est que ce soit le plus simple, le plus concret, le moins théorique et le plus pratique. Merci. François, est-ce que tu veux ajouter quelque chose quand même, parce qu'on a beaucoup de questions sur les DSR cibles, sachant que je pense que tu as fait tout un travail pour identifier dans ces fichiers-là, en fait, les cantines, en fait, les communes qui ont des cantines, parce que finalement, il y a des communes DSR cibles, on parlait des 11 000, mais il y a des communes qui n'ont pas forcément de cantine. Pas de service de restauration collective. C'est ça. Et donc, effectivement, soit c'est fait par un EPCI, soit par une association. Il y a beaucoup de montages différents, et en particulier en milieu rural. Donc, effectivement, quand la collectivité, quand la commune assure elle-même le service en gestion directe, ou qu'elle le fait assurer en gestion concédée, elle est éligible. Elle est éligible dans les deux cas, sous réserve qu'effectivement, comme l'a dit Cédric, la collectivité, la commune, soit propriétaire de ces infrastructures. Et donc, du coup, effectivement, elle pourra déposer un dossier, même de petit investissement, s'il lui en manque. Ça a été clairement dit. La question sur le coût de 30 centimes d'euros par repas, c'était un calcul que FNH et Réseau Restauco avaient fait il y a 2 ans maintenant, pour montrer le surcoût qui serait applicable lors de la mise en œuvre de la loi Egalim. Mais c'était une cote mal taillée, 30 centimes d'euros par repas. Et c'est de là que vient ce chiffre. Honnêtement, je crois que l'enquête que l'AMF a faite cet automne précise un peu plus les coûts et les surcoûts de la loi Egalim, et surtout l'envergure des surcoûts qui est dépendant très fortement des territoires, évidemment, comme le disait Isabelle tout à l'heure. Oui, donc en fait, nous vous invitons à consulter cette enquête de l'AMF. Oui. Nous en parlerons dans notre prochain numéro, mais c'est vrai que cette enquête qui, finalement, il y a quand même 3000 communes qui ont répondu pour évoquer donc la situation de leur restauration scolaire en particulier face aux objectifs de la loi Egalim. Et nous avons beaucoup de questions sur justement ces objectifs de la loi Egalim. Et très concrètement, Cédric, comment vous voyez une aide pour aider les communes à atteindre ces objectifs de la loi Egalim? Bien, aujourd'hui, nous, l'aide que l'on prévoit, c'est une aide à l'investissement pour être en capacité de. Ce n'est pas une aide à l'approvisionnement. Si nous avions fait une aide à l'achat, on rentrait dans une logique qui était très complexe. Les mécanismes de politique agricole font que si on fait des aides d'achat à la production, on rentre dans des logiques qui nous amènent à des notifications au niveau européen, voire au niveau de l'OMC. Voilà, tout ça est très très complexe. Et parfaitement encadré. En plus, il ne vous aura pas échappé que, comme l'a très justement dit Isabelle Minsion, il y a un discours où on met en avant la souveraineté alimentaire, on met en avant des produits locaux. Si jamais on fait une aide qui permet l'achat de produits agricoles français locaux, vous imaginez que tout ça ne sera pas compatible à Bruxelles.
Voilà, donc voilà, à un moment, on a une vraie difficulté, une vraie faisabilité par rapport à ça. Donc, vous le savez, de ce point de vue-là, la subvention, en plus de produits durables ou de qualité, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un effet dopant. Ça va aider la première année à effectivement les incorporer dans les menus d'une cantine, mais le jour où on enlève cette aide, eh bien, en fait, la commune ne s'est pas mise en capacité de faire cet approvisionnement de manière structurelle. Et c'est là qu'est la difficulté. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, et parce que nous y avons réfléchi, nous avons évidemment pensé à cette question-là. Mais en tout cas, pour toutes ces raisons, nous avons fait le choix de nous reporter sur une aide à l'investissement. Et évidemment, les deux mesures qui sont portées par la Convention citoyenne ne nous ont pas du tout échappé. Nous avons évidemment été interpellés et nous avons fait de manière la plus objective et la plus sincère possible toutes les analyses pour voir la faisabilité aussi bien de la mesure qui était portée par la Convention citoyenne et qui était plutôt sur le volant, je dirais, de l'investissement, que celle qui porte sur le fameux bonus pour l'achat de produits bio à hauteur de 10 centimes par repas contenant des produits bio. Est-ce que, une autre question, est-ce que concernant les recrutements, est-ce que finalement ce plan de relance peut aider une petite commune à recruter une autre personne, voire un apprenti? Ce serait vraiment un événement, mais pourquoi pas? Alors non, les dépenses de personnel ne sont pas éligibles. C'est également le cas pour les PAT, pour les projets alimentaires territoriaux. On est, encore une fois, le plan de relance tel qu'il est conçu, il est conçu pour structurer notre pays, se renforcer pour, après la crise Covid, avoir un rebond économique. Mais de ce point de vue-là, les dépenses de fonctionnement sont plutôt proscrites, y compris les dépenses de personnel. Si je peux me permettre de compléter, ce qu'avait demandé donc, la Convention citoyenne, c'est effectivement une aide, mais lorsque la loi Egalim est passée à l'Assemblée et après au Sénat, l'AMF, enfin l'ensemble des collectivités, je veux dire, parce que finalement avec les départements et les régions, nous sommes exactement sur, nous avons été auditionnés ensemble à chaque fois et on a fait toujours les mêmes réponses, on était unanimes là-dessus. C'était plutôt d'augmenter ce qu'on appelle nos dotations financières, la fameuse DGF. Voilà, finalement, de faire un bonus finalement pour les communes qui avaient effectivement une cantine. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça aurait été plus simple puisque on sait combien d'élèves sont par commune. Enfin, ça fait partie des éléments constitutifs de cette fameuse dotation qui était quand même techniquement plus simple que effectivement de faire ce qu'avait dit la Convention citoyenne. Alors, moi, je ne leur en veux pas, la Convention citoyenne. On leur a dit beaucoup de choses, on leur a même dit des impossibilités, mais ils sont allés dans leur… ils ont pensé que tout était possible. Alors, effectivement, il faut adapter en fonction de notre législation, comme l'a dit Cédric, et voilà, ça s'est transformé comme ça. Et puis, c'est vrai que, allez, on va pleurer un peu, il n'y a que 50 millions. Alors, une autre… Encore une fois, vraiment, regardons l'évolution en l'espace d'un an. Et juste avoir en tête comment la politique de l'alimentation aujourd'hui fait un bond en avant qui est absolument considérable par rapport au crédit de l'État qui jusqu'à présent était sur cette politique-là. Et de ce point de vue-là, je relie la mesure PAT, mais aussi toutes les autres, parce que on a essayé d'avoir une approche systémique sur l'alimentation en ciblant les cantines, en ciblant la territorialisation, en ciblant les produits frais et en ciblant aussi la question de la précarité. Et en fait, on a une autre question sur la formation, et une question que je relierai à d'autres questions. Le CNFPT manque de plateaux techniques pour organiser des formations pratiques culinaires. Pourrait-on imaginer de mutualiser une demande d'aide, peut-être entre plusieurs communes ou une intercommunalité,
pour concevoir une cuisine de formation et voilà, en équipe. Je sais qu'en plus, c'est la question aussi des intercos. Est-ce que les intercos peuvent faire une demande aussi? Alors, moi, pour le CFTP, si je peux répondre, hein, tout simplement pour avoir quand même beaucoup pratiqué. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, souvent, il y a des formations qui sont organisées en sous-bassin de vie ou à part interco, parce qu'effectivement, une formation, la montée pour une commune, c'est pas possible, mais pour plusieurs communes, oui. Et qu'on a déjà, les communes se prêtent déjà des plateaux techniques. Alors, sur la cuisine, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'on pourrait, ça a été proposé, je le dis, hein, ça a été proposé par des communes. Alors, la difficulté, c'est de déplacer, pour les petites communes, de déplacer le personnel sur le temps, finalement, de repas. Parce que souvent, il n'y en a qu'une personne hein, qui fait tout. Dans les toutes petites communes, des fois, il y en a deux. Et quand il en manque une, c'est compliqué. Et que c'est là, hein, on parle vraiment des moins de 200 repas jour. Hein. Donc, voilà, moi, je pourrais vous dire, hein, là, pour moi, là, dans mon pays, des 100 communes, j'avais 2 communes vertueuses, une qui faisait 40 repas jour, zéro déchet, coût de revient impeccable, bonheur de vivre des enfants formidable. Ça, c'était vraiment, alors achat local, oui, vraiment. Et puis l'autre, effectivement, c'était plus par ses pratiques de cuisine. Voilà, qui était un peu plus conséquent, plus de 1000 habitants, mais qui effectivement avait une cantinière responsable qui faisait manger des poulets entiers, qui savait, enfin voilà, il y avait des choses voilà, qui sont, mais c'est après comment dire, le reste était plus compliqué parce qu'effectivement, nous avions des soucis nous avions pas mal de soucis. Alors, je voudrais que les petites communes ne sont pas souvent non plus persuadées que l'ingénierie peut les aider. Et ça, c'est un vrai travail qu'il va falloir mener. Je parle là à Xavier. C'est que quand elles ont goûté, enfin moi j'ai découvert ça hein, quand moi j'étais persuadée de certaines choses et quand elles y ont goûté, après elles en redemandent. Parce que effectivement, quand on leur dit vous avez besoin d'ingénierie, c'est aussi leur dire écoutez, vous ne savez pas faire. Et ça, il ne faut pas ça. Mais lorsqu'on travaille dans des grandes communautés de communes, on voit bien que, alors c'est vrai, ça éloigne souvent la décision de la commune, mais on voit bien que les moyens ne sont plus les mêmes parce qu'il y a une mutualisation et effectivement, il y a effectivement du personnel qui est là pour chapeauter le tout et pour aussi avoir une technicité qu'on ne peut pas toujours avoir dans les petites communes. Et ça, je le dis, je trouve que, et avec les nouveaux élus, parce qu'il y a quand même un grand renouvellement hein, qui a eu lieu, même si ça s'est fait de façon chaotique avec la Covid. Moi, je voudrais insister là-dessus, c'est que goûter à l'ingénierie, il faut peut-être changer de mot. Voilà, il faut changer de mot. On ne vient pas faire à votre place, on ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais on va vous aider à faire votre projet, à mener votre projet. C'est complètement différent. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je trouve que la formation des personnels, entre autres, enfin, pour moi, ça en fait partie. Merci Isabelle. Une dernière question en fait puisqu'il est déjà 18h30, ça passe vraiment trop vite. En fait, c'est plutôt un témoignage, mais un témoignage qui nous amène peut-être à une réflexion. Nos petites cantines rurales qui passent par une cuisine centrale d'un prestataire privé chez nous ne sont donc pas véritablement concernées par la mesure, si je comprends. Sauf à investir dans du petit matériel de réchauffe, par exemple, et cela sans lien avec les objectifs d'introduction de produits durables dans la loi Egalim. Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider ces petites cantines qui finalement sont dans cette situation d'avoir donc un prestataire? Est-ce que ensemble ils peuvent trouver des solutions pour améliorer la qualité alimentaire de leur cantine avec ce plan de relance? Alors moi, je serais tentée de dire déjà, regardez tout ce qui va se passer du côté des plastiques, parce que c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'effectivement, il va peut-être falloir qu'ils soient livrés, je ne sais pas comment, s'ils sont livrés en vrac, il va pouvoir faire des portions pour remettre dans des ramequins plutôt que dans des plastiques. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Après, c'est au cas par cas. Mais oui, oui, si, il y a des choses à faire, Là absolument. encore, il y a besoin d'ingénierie, Isabelle. Voilà. Donc, on retiendra que les petites communes ayant des cantines, faisant partie de ce programme DSR cible, ont besoin d'ingénierie, qu'elles doivent se rapprocher de la préfecture pour finalement avoir un peu plus d'informations, peut-être de la NCT,
si vous avez des services délocalisés peut-être. Et sinon, on se tient, nous, à votre… bon, si on peut vous aider, je sais qu'avec François, donc votre association Cantine Responsable, si tu peux en dire 2 mots et qu'on peut… Voilà. Oui, ben, même si on a des troupes un peu limitées, mais j'ai bien entendu le besoin d'ingénierie, sans parler d'ingénierie, parce qu'on serait bien incapable d'ouvrir cette ingénierie sur l'ensemble du territoire. On peut apporter sur demande un peu d'assistance et de conseils pour éviter que les collectivités se retrouvent vraiment démunies et de faire un premier filtre, on va dire, un premier tri sur ce qu'elles peuvent faire facilement et ce qu'elles ne pourront pas faire. Voilà, c'est très raisonnable. Je remercie sincèrement tous nos invités, tous les participants. Vous étiez très nombreux. On a eu beaucoup de questions. On va essayer de les traiter. Donc, si vous les avez mis dans le QR, la fenêtre du QR, normalement, nous devrions pouvoir les récupérer. Nous avons un prochain rendez-vous, un prochain webinaire le 2 mars à 17h pour parler du rôle justement des collectivités dans la restauration collective. Merci encore à Xavier, Cédric et Isabelle de nous avoir accompagnés. Ce webinaire sera, vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube Défis et Controverses. Et écoutez, prenez soin de vous et à très très bientôt. Merci à vous. Merci.